Merci beaucoup Marie-France. Je vais essayer de faire ce que je fais en principe le moins mal, c'est-à-dire un peu d'histoire. Notre colloque se tient, comme vous l'avez souligné Marie-France, 70 ans presque jour pour jour, à 2 jours près, après l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution 181, dite plan de partage de la Palestine, jusque-là sous mandat britannique, et partagée en un État juif, un État arabe, et Jérusalem relevant d'un régime international particulier. À l'époque, je veux le souligner, nul ne croyait à la longévité de ce plan. Et de fait, il n'a jamais été mis en œuvre. Son principe reste pourtant, j'allais dire étonnamment, 70 ans plus tard, le cadre internationalement reconnu pour résoudre ou tenter de résoudre le conflit israélo-palestinien, à condition, évidemment, que Tel Aviv n'enterre pas définitivement la perspective des 2 États. Cette durée du plan de partage surprend d'autant plus que le projet onusien comportait plusieurs faiblesses majeures. Sur le plan juridique, en effet, on peut se demander si l'ONU avait le droit de mettre fin à un mandat confié au Royaume-Uni par une autre organisation internationale, la Société des Nations. Et la logique de ce mandat, on l'oublie souvent, elle impliquait en outre la consultation des populations, engagement réaffirmé par la Grande-Bretagne dans son livre blanc du 17 mai 1939 et jamais tenu. Bref, comme le souligne, je ne veux pas le développer ici, la juriste Monique Chemillé-Gendreau, je cite, « Aucune procédure n'a jusqu'ici ôté légalement aux Palestiniens le titre indéniable qu'ils détenaient sur ce territoire. » La géographie et la démographie du partage posaient aussi problème. L'État arabe prévu par l'ONU se composait de 3 territoires discontinus, la Cisjordanie à l'est, la bande de Gaza au sud et la Galilée au nord, ce qui menaçait d'emblée sa cohérence. Quant à l'État juif, il comprenait, on l'oublie, presque autant d'Arabes que de Juifs, ce qui n'était pas acceptable pour des dirigeants désireux de se doter d'un État aussi, on disait à l'époque, homogène que possible. Même Benny Morris, le nouvel historien israélien repenti, reconnaît que la solution, je le cite, « la plus logique au problème démographique des sionistes passait par le transfert. Il était possible de créer un État juif homogène, ou au moins un État dont la majorité écrasante serait juive, en déplaçant ou en transférant tous ou la plupart des Arabes de son territoire prospectif. » En fait, c'est Benny Morris qui parle, c'est ce qui s'est passé en 1948. Ce plan de partage, l'Assemblée générale de l'ONU l'a mis symboliquement en œuvre en accueillant l'État de Palestine, mais comme observateur, le 29 novembre 2012, donc en rattrapant un retard de près de 65 ans. Pourquoi et comment, à l'époque, les membres de la jeune organisation internationale, fondée en 1945 à San Francisco, étaient-ils arrivés à cette solution? Contrairement à une idée répandue, Israël n'est pas né seulement de la Shoah. Inspiré du livre de Theodor Herzl, L'État des Juifs, de 1896, le projet de foyer national juif, soutenu par le Royaume-Uni à partir de la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 et intégré dans le mandat confié au Royaume-Uni par la Société des Nations le 24 juillet 1922, ce foyer devient réalité entre les 2 guerres mondiales. L'immigration juive, qui redouble avec la victoire des nazis en Allemagne, y porte le pourcentage de juifs entre les 2 guerres mondiales de moins d'un dixième à près d'un tiers de la population. Le Yishuv, la communauté juive de Palestine, représente 28,5% de sa production agricole, agrumes non compris. Son industrie bondit de l'indice 100 en 1920 à plus de 2000 à la veille du partage. Et il ne s'agit pas, c'est important, que d'économie. Les Juifs élisent leur propre assemblée, dont émane le Vaad Leumi, le Conseil national. À partir de 1929, l'agence juive incarne le pouvoir juif en Palestine aux yeux des autorités mandataires.
Le Yishuv dispose aussi d'une langue, l'hébreu, moderne, modernisé par Eliezer Ben Yehuda, et surtout d'un embryon d'armée, la Haganah, auquel s'ajoute la milice révisionniste. Ce foyer national, la guerre et le génocide vont effectivement le transformer en État. L'extermination de 6 millions de Juifs bouleverse les données. En 1945, des centaines de milliers de survivants attendent dans des camps de personnes déplacées. Ils ne peuvent ou ne veulent rentrer chez eux, notamment à l'Est, où des pogroms visent certains revenants. Et les États-Unis, où la plupart veulent s'installer, refusent d'accorder des visas. Reconstruire leur vie en Palestine apparaît donc comme la seule issue à beaucoup d'entre eux que les organisations sionistes invitent à gagner clandestinement le pays, puis légalement à partir du 14 mai 1948. C'est ainsi, par exemple, que le 12 juillet 1947, près de 4500 d'entre eux quittent Sète à bord de l'Exodus, un vieux cargo affrété par la Haganah que la Royal Navy prend d'assaut dans les eaux internationales pour le conduire à Haïfa. Le hasard fait bien les choses. Dans la foule qui assiste au transfert forcé des passagers dans les 3 bateaux-cages qui les amèneront à Hambourg, figure Emil Sandström, le président de l'UNSCOP, la commission d'enquête chargée de proposer à l'ONU un projet pour la Palestine, le Royaume-Uni ayant rendu son mandat. Forts de leur droit à l'autodétermination, les Palestiniens boycottent l'UNSCOP, contribuant ainsi à la méconnaissance de leur cause dans l'opinion mondiale. En revanche, les diverses composantes du Yishuv défilent devant elles. Si une minorité défend une solution binationale, judéo-arabe, la majorité exige un État juif, conformément au programme de Biltmore adopté en 1942 par l'Organisation sioniste mondiale. Président de l'exécutif sioniste, David Ben-Gourion lance aux délégués onusiens, et cette citation permet de comprendre énormément de choses, je cite, « Qui veut et peut garantir que ce qui nous est arrivé en Europe ne se reproduira pas? La conscience humaine peut-elle se libérer de toute responsabilité dans cette catastrophe? Il n'y a qu'une sauvegarde, une patrie et un État. » Et Ben-Gourion de préciser, nous sommes prêts à considérer la question d'un État juif sur une partie significative de la Palestine, tout en réaffirmant notre droit sur toute la Palestine. Car contrairement aux révisionnistes de l'Irgun et du Lehi, la majorité de l'agence juive accepte le partage. Ses dirigeants prévoient un refus arabe et savent qu'en cas de guerre, les forces juives jouiront d'une nette supériorité militaire, financière, politique et diplomatique grâce au soutien conjugué de Washington et de Moscou. Si les Américains accordent un soutien financier et diplomatique, les Soviétiques s'engagent aussi militairement. Non seulement ils facilitent l'émigration des Juifs du bloc de l'Est qui vont combattre dans les forces juives en Palestine, mais ils livrent via Prague de grandes quantités d'armes. Ben-Gourion le reconnaîtra 20 ans plus tard, je le cite, « Les armes tchèques ont sauvé le pays, elles constituèrent l'aide la plus importante que nous ayons obtenue. Je doute fort que sans elles, nous aurions pu survivre les premiers mois. » Et n'oublions pas le rôle de la Jordanie. Le 17 novembre 1947, 12 jours avant le plan de partage de l'ONU, le jeune roi Abdallah a promis à Golda Meir que sa légion, la seule armée arabe digne de ce nom, ne pénétrerait pas dans le territoire accordé par l'ONU à Israël, en échange de la possibilité d'annexer ce qui resterait de la Cisjordanie. Cet accord secret se réalisera, on le sait, à l'issue de la guerre judéo-palestinienne, puis israélo-arabe de 1947-1949. Israël augmentera son territoire d'un tiers, l'État arabe, lui, est mort-né, Amman va annexer le reste de la Cisjordanie, le Caire occuper la bande de Gaza. Et les 2 tiers des Palestiniens, soit 800 000, sont chassés du pays. Il n'en restera que 150 000 en Israël. Et le Proche-Orient
s'engagera ainsi dans une spirale infernale de guerre, de terrorisme et de mal-développement. 7 décennies plus tard, le principe même du partage, et avec lui la perspective des 2 États, est menacé. Depuis les élections de 2015, la droite et l'extrême droite israélienne se sont engagés dans un véritable processus de radicalisation avec un glissement de la colonisation vers l'annexion. C'est tout le sens de la loi que Naftali Bennett, le leader du parti Foyer Juif, a réussi à faire adopter à la Knesset le 6 février de cette année. Pour l'instant gelée par la Cour suprême, cette loi pourrait, une fois débloquée, permettre le passage de tout ou partie de la Cisjordanie sous souveraineté israélienne, à commencer par la zone C. Le gouvernement israélien envisage aussi une loi sur l'annexion des 5 blocs de colonies entourant Jérusalem-Est. Du même coup, de 2 États, on passerait à un seul État, où les Juifs jouiraient de tous les droits, y compris politiques, mais pas les Palestiniens. Il s'agirait donc d'une forme d'apartheid à l'israélienne. Rares sont en effet les voix défendant dans cet éventuel État unique le droit des Palestiniens à la pleine citoyenneté, comme par exemple l'actuel président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin. Je le cite, « Appliquer la souveraineté à une zone donne la citoyenneté à tous ceux qui y vivent », a-t-il déclaré. Et je cite encore, « Il n'y a pas de loi différente pour les Israéliens et pour les non-Israéliens ». Sur ce point, le président israélien apparaît cependant très isolé parmi ses concitoyens. Une enquête d'opinion récente indique que 69% des Juifs israéliens refuseraient le droit de vote des Palestiniens en cas d'annexion. Mais, notons-le, seul un petit tiers de l'électorat juif israélien se prononcerait en faveur de l'annexion. Une courte majorité, 53%, resterait attachée à la solution des 2 États. J'ai mis beaucoup de conditionnels parce qu'il s'agit de sondages qui ne valent pas plus là-bas que chez nous. L'extrême droite israélienne se livre ainsi, à mon avis, à un triple putsch contre Benjamin Netanyahou, opposé à un affichage aussi extrémiste et menacé par l'épée de Damoclès des scandales, mais aussi, on l'a vu, contre l'opinion israélienne et contre la communauté internationale, coupable d'avoir rappelé sa condamnation de la colonisation avec la résolution du Conseil de sécurité du 23 décembre 2016 et la conférence de Paris du 15 janvier 2017, auquel faisait référence Jean-Paul Chagnolon. L'opération de Naftali Bennett et de ses amis bénéficie, hélas, d'atouts non négligeables. Elle pourrait tout d'abord obtenir le feu vert de Donald Trump. Si le président américain n'a pas, ou pas encore, tenu sa promesse de transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, il a déjà envisagé explicitement, recevant Benjamin Netanyahou, d'abandonner la perspective des 2 États. De leur côté, les pays arabes dits modérés se sont engagés dans une alliance avec Israël pour combattre l'Iran. Et ce ne sont pas les seuls États avec lesquels Tel Aviv ait réussi un rapprochement plus ou moins spectaculaire. Parmi ces réussites de la dernière période figurent notamment l'Inde et plusieurs pays africains. En revanche, le rapprochement engagé par le Hamas et le Fatah pourrait, s'il se confirmait, atténuer une des grandes faiblesses des Palestiniens, leur division. Bref, on peut se demander si le 70e anniversaire du plan de partage ne risque pas d'être son chant du cygne. Merci Dominique et bravo pour